Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Dans une société où tout s'accélère, on parle souvent de la corrélation entre nutrition, santé et performance. Derrière ces trois mots, il y a une idée simple et pourtant essentielle. Notre rapport à la nourriture raconte beaucoup de notre rapport à nous-mêmes. Manger, ce n'est pas seulement se nourrir. C'est une manière de prendre soin de soi, de se relier à son environnement, de nourrir aussi bien le corps que l'esprit. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui avec Ronny Gercier, coach santé et bien-être. Il aide les hommes et les femmes qui se sentent fatigués, stressés, déconnectés d'eux-mêmes à retrouver énergie, équilibre et confiance, sans régime, sans contrainte, avec une méthode simple, progressive et personnalisée. Bienvenue dans cet épisode dédié à l'art de se faire du bien en mangeant mieux, en mangeant autrement. Bonjour Ronny. Bonjour. Quelle énergie, on adore. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et ce qui t'a amené à devenir coach santé et coach bien-être ? Voilà, mon parcours. Faut que je remonte loin ou... Mais on a le temps, je t'en prie. Alors, si on va remonter, on va essayer de remonter quand même un petit peu à la genèse de mon approche dans l'accompagnement. Donc, j'étais étudiant en sciences. Je redoublais encore ma première année. Ouf. Ah oui, ça arrive. Ça arrive. Et je me disais, là, Ronny, les études ne sont pas faites pour toi, donc il est temps que tu commences à réfléchir à autre chose et que tu commences à travailler. Et donc, je suis allé voir tout ce qui était orientation, là, et puis je me suis posé la question, je me suis fait mon auto-bilan de compétences en disant, tiens, qu'est-ce qui t'intéresserait dans la vie ? Et c'est là que j'ai commencé à mettre les mots sur la table de accompagner les autres et un côté plutôt activité physique, c'est-à-dire être plutôt en extérieur et pas assis dans un bureau. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux trouver comme métier où je peux faire les deux ? Et là, il y a un truc qui est passé, c'était, tiens, pourquoi pas faire pompier ? Ça répond aux deux. Ah oui. Ça tirait bien, c'est peut-être pour ça que j'ai un pull rouge aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire pompier ? Je me disais, tiens, ça mélange bien les deux, donc ça pourrait être pas mal. Donc, du coup, quand je suis arrivé au truc d'orientation, j'ai demandé à la conseillère quel examen il faut passer, quel concours il faut faire pour être pompier. Elle m'a emmené un petit bouquin. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un examen pour être sapeur. Puis en lisant un peu, j'ai vu qu'il y avait aussi un examen pour être lieutenant chez les pompiers. Parce que, je ne me connais pas encore assez, mais moi, avec l'autorité, j'ai peut-être quelques petits soucis. Donc je me suis dit, il vaut mieux que je sois gradé, comme ça, il y aura moins de personnes à vouloir me diriger. C'est toi qui vas inculquer l'autorité, en fait. Exactement. Okay. Et donc j'ai vu que pour être lieutenant, il fallait passer un DUT hygiène et sécurité, qu'on ne m'avait jamais présenté. Et j'ai remarqué surtout qu'il y en avait un à Lorient. Et à l'époque, moi, j'étais breton à Rennes. Donc, j'apprends tellement de choses sur toi, c'est incroyable. Et oui, donc c'est pour ça que j'aime bien les crêpes et les galettes. Et le caramel au beurre salé. Et donc, du coup... Le cidre aussi ? Oui, tout à fait. Bien sûr. Mais le breton. Mais le breton, évidemment. Excusez-moi pour les auditeurs normands. Et du coup, je postule à Lorient. Il y en avait aussi un en Île-de-France, je postule. Je ne suis pas pris en Île-de-France, je suis pris à Lorient. Et c'est là que je commence des études pour, dans ma tête, devenir pompier. Pendant ces études, je me rends compte que lieutenant chez les pompiers, c'est un poste administratif, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, je découvre l'accompagnement santé-sécurité des collaborateurs en entreprise. Et donc, ce côté me préoccuper de la santé et la sécurité des autres a commencé vraiment au moment de la découverte de ces études, notamment avec le stage, notamment avec mes premiers Là, tu avais quel âge ? Là, on parle il y a presque 30 ans, puisque j'ai fini mon DUT en 97, donc presque 30 ans, et j'ai commencé à travailler en 98. L'année de mon bac. Voilà, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'était une gamine pour moi.
Et donc, c'est là que, en 98, j'ai commencé à devenir formateur en santé-sécurité, et donc d'être finalement exactement dans ce que je m'étais projeté, dans l'accompagnement des autres, et plutôt sur le terrain, plutôt que dans des bureaux. Donc ça a démarré là. Donc là, c'était plutôt vraiment orienté entreprise, orienté santé, sécurité, prévention des risques en entreprise. Les années passent et je me rends compte de plus en plus que la partie mentale dans l'accompagnement me manque, que c'est de plus en plus présent chez les gens. Donc je commence à regarder des formations pour développer cet aspect-là. Et c'est en 2015 que je commence une formation de coach professionnel sur le développement personnel et le développement professionnel, donc que je termine en 2016. Et c'est aussi en 2016 que je me mets à mon compte, parce que la boîte dans laquelle j'étais met la clé sous la porte et que je me mets à mon compte. Et donc c'est à partir de 2016, vraiment là, que je commence à réfléchir sur une approche un peu plus globale du coaching. Mais vraiment, on est... aux prémices. Voilà, tout petit. Et je crois que la bascule, la vraie grosse bascule, c'est la période Covid. Qui a été une période bascule pour beaucoup de gens. Tout à fait. Alors, pas forcément peut-être comme moi. Ouais. Alors moi, j'ai eu une double bascule pendant cette période. Déjà, la première bascule, c'est que j'ai perdu 10 kilos pendant la première période de confinement. Donc déjà, première bascule pour mon bien-être à moi. Ton corps, ouais. Voilà. Et deuxième bascule, c'est d'observer les personnes qui étaient vraiment en problématique de bien-être, que ce soit mental ou physique, puisque certains se reconnaîtront, la majorité des personnes ont pris du poids pendant cette période-là. Si vous regardez les études, on a une augmentation des troubles psychiques pendant cette période de confinement. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est là que, dans ma tête, j'ai commencé à me dire, il faut vraiment que j'accompagne les personnes au niveau, non pas que nutrition, mais au niveau plus en souffrance. Plus global. Donc, ce que j'appellerais, ce qu'on appelle, c'est pas moi qui ai créé ça, la santé holistique. Donc voilà, et donc petit à petit, j'ai commencé à réfléchir à des styles d'accompagnement, et depuis maintenant 2-3 ans, j'ai structuré un accompagnement donc sur 3 axes qui sont le mental, l'alimentation et le physique. Merci beaucoup, René. Je vous en prie, madame. Alors justement, on parle beaucoup de santé mentale ou de bien-être. Qu'est-ce que c'est pour toi le bien-être ? Le être bien, le bien-être. Alors, je ne vais pas dire qu'est-ce que c'est pour moi, je vais juste reprendre les définitions qui existent et qui me conviennent. Donc déjà, quand on parle de bien-être, il y a plusieurs directions dans le bien-être. Il n'y a pas un bien-être. Il y a la notion du bien-être mental, le bien-être physique, le bien-être émotionnel, le bien-être personnel, professionnel, le bien-être spirituel. Donc il y a plusieurs axes au niveau du bien-être. Donc une personne peut très bien se sentir justement bien, par exemple, quand elle est chez elle au niveau perso, et puis avoir un mal-être quand elle est au niveau du boulot. Donc c'est pas quelque chose de général. Donc le bien-être, ça, on va dire que chaque personne, en fonction justement de ces différents axes, peut avoir des besoins, peut avoir des attentes. Donc il y a quand même quelque chose de très subjectif. Et la notion de bien-être, c'est quand on a un niveau d'épanouissement qui correspond justement à ses besoins et ses attentes. Donc, je vais prendre un exemple. Il y a une personne qui peut, au niveau professionnel, avoir comme besoin et attente uniquement un côté social. C'est-à-dire, je rencontre des autres et je partage avec les autres. Donc, à partir du moment où j'ai ça, même si je ne m'épanouis pas dans ce que je fais, mais par contre, je m'épanouis dans la relation aux autres. Donc, ça me convient. Puis, il y en a d'autres, par contre, moi, j'ai besoin d'un boulot parce que je veux juste payer mes factures, etc. Et mon bien-être, je préfère le focaliser sur mon perso et pouvoir faire des activités et voyager. Voilà, on a chacun des attentes et des besoins différents, et donc on va chacun avoir une recherche de bien-être qui va être différente. Et toi, ton rôle par rapport à ça, tu te définis comment ? On va commencer déjà par dire le côté prendre du recul avec la personne, parce que les personnes ont tendance à avoir la tête sous l'eau, et je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Oui, c'est quoi bien. La tête sous l'eau ? Oui, regarde, si jamais chez toi tu as un miroir, d'accord, tu te regardes juste pendant 5 minutes et tu vas voir, tu comprendras très vite la définition. Et donc, c'est déjà permettre à une personne de se dire, tiens, on va discuter tranquillement tous les deux pendant 30 minutes, 1 heure, et ça va te permettre de prendre un peu de recul sur ce que tu vis aujourd'hui et de
d'être capable toi-même de voir, est-ce que dans ce que tu vis aujourd'hui, justement, ta vie répond à tes attentes, à tes besoins, est-ce que tu te sens épanoui? Et que moi, je puisse t'aider à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas, justement, épanoui aujourd'hui. Et vers quelle direction tu as envie d'aller. Et non pas dans quelle direction les autres veulent que tu ailles, surtout pas dans quelle direction Ronnie va t'obliger à aller, ou la société va t'obliger à aller. Parfois, Ronnie est autoritaire. Pour respecter tes attentes et tes besoins, ma chère Virginie. Et les priorités, est-ce que c'est ça? C'est les priorités qu'on se donne aussi dans la vie. Quand tu dis les besoins, les attentes, c'est où tu veux placer le curseur pour te sentir bien, te sentir libre? Alors, tout dépend ce que tu mets derrière priorité. Il ne faut pas que les priorités, ça devienne des injonctions. Ouais, c'est ce que j'allais dire. D'accord. Tu vois, c'est marrant parce que en venant au studio, j'écoutais la radio. Et un des sujets qu'il y avait, c'était justement les injonctions de la société par rapport à il faut avoir un summer body, un beau corps tout le temps, il faut faire des régimes et faire attention à ce qu'on mange. Combien de fois vous entendez par jour 5 fruits et légumes, alors que d'un point de vue nutritionnel, c'est pas 5 fruits et légumes. Tu vois, déjà, il y a une différence entre 5 portions de fruits et légumes et 5 fruits et légumes. Mais comme on veut pas rentrer dans les détails, on dit 5 fruits et légumes. Et donc les gens, mince, j'ai mangé que 2 fruits. J'ai mangé que 3 légumes. Je suis pas bon, je suis pas bien. Donc il y a un moment aujourd'hui où les gens, ils oublient en fait l'essentiel. C'est pas répondre aux injonctions, c'est répondre, quand tu parles des priorités, c'est répondre à ses priorités pour se faire plaisir par rapport à son bien-être. Donc là, déjà, je viens de dire beaucoup de choses en une phrase. Pouh là là. Tu fais des longues phrases, mais c'est bien, il y a du contenu. Je vais battre. Ouais. Mais alors, du coup, les priorités, donc ces priorités, une fois que toi, tu définis, ou en tout cas, les gens qui viennent te voir ont en amont défini leurs priorités, c'est-à-dire se disent, voilà, là où je veux aller ou pas. Toi, comment tu vas te positionner pour les accompagner concrètement? Alors, si je puis me permettre, avant de venir, très rares sont les personnes qui ont défini leurs priorités. C'est vrai. En fait, ils ont une idée d'eux. Je prends l'exemple tout bête. Personne qui arrive et qui te dit « je veux perdre du poids ». Pour moi, ce n'est pas une priorité. Ça, c'est une injonction. C'est-à-dire, la société lui a dit qu'il fallait perdre du poids. Si c'est une femme, son homme lui a dit qu'il fallait perdre du poids, ou c'est sa famille ou ses amis. Si c'est un homme, c'est pareil. C'est une injonction qu'on se donne. La question n'est pas de dire, est-ce que je dois perdre du poids? Bon, évidemment, si je suis à 30 kilos au-dessus d'une moyenne, peut-être qu'effectivement, il y a une problématique. Mais avant de se dire, je dois perdre du poids, c'est d'abord de se dire, est-ce que je me sens bien dans mon corps? Et donc, c'est là que la perte de poids va être une stratégie. Mais mon premier objectif, ma priorité, c'est d'abord de me dire, est-ce que je me sens bien dans mon corps? Donc si à 4 kilos de plus que la voisine ou du voisin, tu te sens bien dans ton corps, entre guillemets, on s'en fout. Il n'y a pas d'enjeu. Voilà, on s'en fout. Et à l'inverse, tu peux aussi, il y a certaines personnes quand même qui ont des troubles alimentaires et qui pèsent 50 kilos et qui ne se sentent pas bien, alors que l'injonction, on va dire, sociétale, dirait que ça correspond aux critères et aux standards. Donc, tu es vraiment dans la tête. Après, oui. Après, il faut faire... Moi, je ne me permettrai pas d'accompagner une personne qui a des troubles alimentaires liés à des troubles psychiques. Je ne suis pas psychologue, donc je ne pourrais pas travailler là-dessus. Donc, si on parle, par exemple, des personnes qui sont boulimiques ou anorexiques, chacun son métier. Moi, si je repère ça, je vais plutôt... J'ai une amie qui est spécialiste là-dessus. Je préfère l'envoyer vers cette personne-là. Là, je parle plutôt de... Encore une fois, on revient sur l'approche de la santé holistique. C'est si aujourd'hui... tu te considères en excès de poids et que tu n'es pas bien dans ton corps, il faut déjà essayer de prendre du recul pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que tu en arrives là. C'est ça. Voilà. Et donc, sur le point de départ. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là n'est pas forcément juste le fait que je mange un peu plus. Ça répond à quoi, ce fait de vouloir manger un peu plus? Est-ce que ça répond à des moments que je passe en société qui font que je ne peux pas toujours manger ce que je voudrais, ou c'est des réponses psychologiques à des manques, des frustrations, etc., de la gestion de stress, etc. C'est tous ces éléments qui font que. Donc, si on ne prend pas du recul sur tous ces éléments-là et qu'on dit juste, allez, déficit calorique et 3 heures de sport par semaine, non, dans 6 mois, la personne, elle aura repris. C'est pas l'approche, en tout cas, que moi, j'essaye d'avoir avec les personnes. C'est une approche pour leur faire comprendre, regarde la différence, comment tu te sens, si tu t'occupes de toi. C'est occupe-toi d'abord de toi. Occupe-toi de ton bien-être. Les autres ne le feront pas pour toi. Très joli, ça. Quasi philosophique, ouais, monsieur Ronnie. Des fois. C'est vendredi. Alors,
Justement, ça fait plusieurs fois que tu parles de santé holistique. Est-ce que tu peux, pour les auditeurs un peu néophytes, expliquer ce qu'est la santé holistique ? Bien sûr, avec plaisir. Il est très agréable, ce Ronnie. Tu savais pas ? Non. Oui, c'est parce que je te fais souffrir. C'est pour ça. Oui, je pense qu'on en reparlera. Alors, la santé holistique, c'est donc en fait, si on reprend un peu d'un point de vue origine des mots, donc il y a la notion de holos qui est un peu la globalité, prendre la santé dans sa globalité. Et en fait, c'est essayer d'avoir une approche qui soit différente de notamment ceux auxquels les gens peuvent être confrontés quand ils vont voir leur médecin, entre guillemets, traditionnel, c'est-à-dire la médecine occidentale, qui est la médecine allopathique, où vous allez voir votre médecin et votre médecin va plutôt avoir une approche sur les symptômes. Par exemple, je vais voir mon médecin, j'ai du mal à dormir, il ne va pas essayer de forcément comprendre quelles sont les causes de votre problématique de sommeil, mais va plutôt essayer de gérer donc les conséquences. Je n'arrive pas à dormir, et donc du coup, allez, prenez de la mélatonine, prenez des somnifères, et comme ça, on va réussir à dormir. Le côté holistique, c'est essayer de voir dans la globalité, sur plusieurs axes, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, que ce soit alimentation, etc., quelles peuvent être les causes qui amènent à ce qu'une personne se sente le besoin d'aller manger tel ou tel aliment, peut-être en excès, comme du sucre, du gras, plus de pommes de terre le midi, avoir cette sensation, avoir besoin de sentir que son ventre est plein, d'avoir besoin de manger une tablette de chocolat à 23h, etc. Donc, ou un pot de glace. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps à ce moment-là ? Quelles sont les émotions que je ressens ? Qu'est-ce qui fait qu'à 2h du matin, tiens, je me réveille et puis là, je commence à penser à plein de choses. Et puis j'ai du mal à me rendormir avant 4h du matin. Là, c'est vraiment de prendre la globalité et essayer de réfléchir sur les causes de cette situation. Et c'est toujours multifactoriel, il n'y a pas une cause. Merci. Je vous en prie, madame. Alors justement, quelle est l'influence de l'alimentation sur la santé mentale ? Est-ce que tu peux donner des exemples ? Des interpénétrations entre ce que tu manges et ce que ça développe chez toi, ou à l'inverse, comment ça peut apaiser ce qu'il y a chez toi ? Alors déjà, il faut partir d'un postulat qui est assez simple, c'est on ne peut pas faire une coupure entre le physique et le mental. D'accord ? Les deux sont liés. Et ce qui est marrant d'un point de vue anatomique, c'est que ton cerveau est relié à ton ventre, à ton intestin. Il y a un nerf qui relie les deux, qu'on appelle le nerf vague. Les femmes, vous connaissez ça un peu mieux que les hommes, puisque vous avez déjà fait pour certaines ce qu'on appelle les malaises vagaux, donc un malaise vagal. Un cheval des chevaux. Voilà, donc un malaise vagal et un malaise vagaux. Et donc, en fait, il y a un nerf qui relie le cerveau directement donc à notre intestin. Et ils communiquent tous les deux. Et cette communication peut faire que ça déclenche que des fois, tu as des sensations de faim qui viennent de ton cerveau et pas de ton corps et de ton besoin physique. Ou que quand tu as des faims physiques dans ton intestin, ça envoie un message à ton cerveau pour te dire, par exemple, lève-toi ou va préparer à manger parce que là, il est temps qu'on s'alimente. Donc ça, déjà, c'est important de comprendre que les deux sont reliés. Donc, autre élément qui est après important, c'est que dans ta vie, en fonction de ton état, tu peux générer des carences. Donc, par exemple, quand dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, il y a une majorité de personnes qui sont exposées et confrontées au stress et qui ont du mal à le gérer, voire au stress chronique, qui est là, qui a beaucoup plus d'impact sur notre santé et qui ont du mal à le gérer. Et du coup, on remarque, alors là, c'est pas Ronnie qui invente ça, on remarque qu'on a des personnes qui sont en carence de magnésium, notamment. Parce que le magnésium, il est là pour nous aider, justement, par exemple, à gérer ce genre de situation. Mais le fait d'être en stress chronique, ou même quand vous êtes sportif, et on a aussi les phénomènes de ce qu'on appelle le stress oxydatif, notamment au niveau de l'intestin ou autre, on surconsomme, en fait, notre corps surconsomme donc du magnésium. Mais en face, dans notre alimentation, on ne lui renvoie pas ce qu'on surconsomme. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve en carence. Alors quand je dis on se retrouve en carence, il y en a certains qui disent « mais comment je vais savoir que je vais aller en carence ?» Et je me rappelle une personne il n'y a pas très longtemps, je suis allé voir mon médecin, il m'a fait une prise de sang et on ne voyait pas qu'il n'y avait pas de carence. Non, parce que la prise de sang, on ne voit pas qu'on est en carence de magnésium. Le magnésium, c'est dans les os, donc vous pouvez faire une prise de sang si vous voulez, on ne va pas voir qu'on est en carence de magnésium. Par contre, il y a des symptômes qui nous montrent qu'on est en carence de magnésium. Comme par exemple,
On voit que notre sommeil n'est pas forcément réparateur. Certaines personnes, vous avez peut-être eu des fois ces petites sensations que vous avez votre paupière qui tremblote, ou même des fois c'est au niveau de la joue. On peut avoir des sensations aussi qu'au niveau musculaire, on a un peu plus de mal à récupérer, etc. Ça, c'est quand on connaît nos muscles. Ah oui, tu les connais maintenant. Maintenant, je les connais. Mais il y en a peut-être qui ne les connaissent pas, qui ne se sont pas apprivoisés. Je dirais même pour toi, Virginie, maintenant tu sais que tu as des muscles. Tu vois, exactement. Avant, tu ne savais pas, maintenant tu sais. Je m'en doutais, mais je n'avais pas expérimenté. Tu as pris conscience. Ouais. Donc, j'ai des problèmes au niveau du mental. De toute façon, par exemple, quand on est en train de gérer son stress, les premiers symptômes, notre corps, quand il va nous envoyer des symptômes, ça va être d'abord des symptômes au niveau du physique. Donc, ça va être des tensions, ça va être crispation, etc. Ça va être des courbatures, etc. Donc, premier signal. Premiers signaux. Ah oui, premiers signaux. Non, mais un premier signal. Un signal, des signaux. Cheval, chevaux. C'est ça. Vagal, vago. Signal, signaux. C'est ça. Et puis, donc, tu vois, donc, dans ce sens-là, et puis, pareil, si au niveau physique, j'ai des difficultés, forcément, ça va impacter mon mental. Donc, les deux, de toute façon, sont liés. Et comme je dis toujours, et comme tu te rappelles, je te l'ai dit un jour, on a, chacun d'entre nous, pour pouvoir s'occuper de notre santé, on a 3 médicaments naturels qui sont l'alimentation, l'hydratation et le sommeil. D'accord ? Donc ça, c'est 3 basiques. Alors après, il y en a certains qui pourraient me dire il y a un 4e qui est l'activité physique. Oui, tout à fait. Mais déjà, si ces 3-là, indépendamment de l'activité physique, je m'en occupe, je dis pas qu'il faut être parfait. Du coup, je suis en train de boire de l'eau. Voilà, je dis pas qu'il faut être parfait ou quoi qu'est-ce. Je dis déjà, si je m'en occupe un minimum, déjà, je me donne de bonnes bases au niveau de mon bien-être. Mais par contre, si vous regardez, si chacun s'analyse individuellement, il va se dire « Ah ben tiens, je me rends compte qu'au niveau du sommeil, c'est pas top. Je me lève le matin, je sens que je suis un peu fatigué. Des fois, je me réveille un peu la nuit. Donc là, ça veut dire que sur ce médicament-là, je suis pas au top. Hydratation, est-ce que je consomme 2 litres d'eau par jour ? Oui, vas-y, bois de l'eau. On peut faire quand même un sondage de qui consomme 2 litres d'eau par jour, honnêtement. Ah ben, tu verras que ça ne sera pas la majorité des personnes. Et quand je dis 2 litres d'eau, c'est pour les personnes qui ne font pas de sport. Donc celles qui en font ? Ça dépend du sport que tu peux faire, mais ça va être 3 à 4 litres les jours où tu fais du sport. Si tu vas courir 1 heure, logiquement, tu devrais être plutôt près des 4 litres. Mais sinon, sans faire d'activité physique particulière, on devrait être à 2 litres d'eau. N'oublions pas que notre corps est composé à 60 à 70% d'eau. Donc, il a besoin qu'on régénère cette eau. Et puis, donc, l'alimentation, c'est très simple. Ce qu'on va mettre dans notre corps, c'est ça qui va nous permettre, après, derrière, de se sentir bien ou pas. Donc, d'avoir cette fameuse énergie. Par exemple. Il y a l'énergie, mais c'est aussi comment tu t'occupes de ton système immunitaire, comment tu t'occupes de ta récupération, comment tu t'occupes... Tu veux pouvoir te concentrer, se concentrer, c'est aussi comment j'alimente mon cerveau. Donc, tout ça est lié. Mais encore une fois, l'idée n'est pas de se dire « je dois être bien ». La question qu'on doit se poser, c'est « est-ce que j'ai envie d'être bien ?» Et si je réponds « oui, j'ai envie d'être bien », qu'est-ce que je suis prêt à faire pour me sentir mieux ? Mais si je ne réponds pas à cette question-là, si je m'oblige à être bien parce que les autres me demandent, il y a un moment, je vais générer des frustrations et ces frustrations m'empêcheront d'avancer. C'est pour ça que certaines personnes vont faire des régimes, c'est pour ça que certaines personnes vont faire le yo-yo, par exemple. Quelle différence tu fais entre mental et émotionnel, du coup ? Les deux de toute façon sont liés. Après, le mental, c'est très, très large. Quand on va parler du mental, quand on va parler du psychologique, en fait, quand tu parles du mental, très souvent, si on veut faire simple, on va se focaliser sur ce qui se passe dans le cerveau. D'accord ? Par contre, une émotion ne se focalise pas que dans le cerveau. Si on fait la définition d'une émotion, c'est comment ton corps, dans son absolu, donc le corps physique, mental, etc., réagit instantanément à une situation. Donc, par exemple, comme la peur, la colère, la tristesse, etc. Donc, c'est une réaction tout de suite. C'est pas une réaction 3 heures après. C'est là où on va faire la différence aussi entre les émotions et les sentiments. Donc, comment je réagis tout de suite. Et donc, cette réaction, elle n'est pas que mentale. Par exemple, quand on a peur, il n'y a pas que le cerveau qui réagit.
Des fois même, il n'a même pas le temps de réagir, c'est tout mon corps. Ton corps tremble, voilà, tu as des manifestations. Et des fois, tu peux même dans ton cerveau te dire j'ai pas peur, alors que ta main elle est en train de trembler. Donc tu ne sais pas forcément, tu ne peux pas forcément maîtriser comment ton corps va réagir par rapport à une émotion. Même si ton mental, tu le prépares, etc. Prenons un exemple très simple de personnes qui ont l'habitude de s'entraîner. Vous prenez un sportif de haut niveau qui fait de la préparation mentale. Donc moi, par exemple. Oui, voilà. Non, on va prendre un autre exemple. On va prendre un exemple comme une chef à domicile. Oui. D'accord. J'en connais une. Qui fait ce métier depuis une dizaine d'années, qui a donc l'habitude de préparer des repas pour des convives. Est-ce qu'elle est capable de dire comment je vais réagir émotionnellement en fonction de comment les convives après un repas vont me féliciter? Et pourtant, elle en a déjà eu des félicitations, elle en a déjà eu des sourires. Et pour autant, elle ne peut pas dire, par exemple demain soir, tiens, elle est en train de préparer un repas et elle ne sait pas, elle peut se dire préparer mentalement, mais elle sera incapable de dire quelle émotion elle va avoir en fonction de ce qui va se passer comme énergie, en fonction des regards qu'il va y avoir. Donc l'émotion, on a beau faire de la préparation mentale, s'entraîner, etc., il y a toujours une petite part où l'instant, il y a plein de choses qui peuvent se passer qui font que sur l'instant, j'ai du mal à gérer mes émotions, même si on peut s'entraîner, même si on peut essayer de canaliser. Canaliser, respirer. Tu disais que le lien, effectivement, entre émotion et respiration, c'est important, ça. Tout à fait. C'est quoi le mécanisme qui se met en place quand tu respires et que ça te permet justement d'adoucir tes émotions? Alors, c'est plus qu'adoucir les émotions. C'est en fait, donc tout dépend de ce qu'on appelle respirer. C'est-à-dire que si tu regardes autour de toi des gens respirer, tu verras qu'il y a une grande partie des gens qui respirent au niveau du torse, au niveau de la poitrine, au niveau des poumons. Et en fait, quand on respire à ce niveau-là, c'est exactement à ce niveau-là qu'on respire quand on stresse. C'est à ce niveau-là qu'on respire, comme par exemple, tu prends une personne, tu lui mets la tête sous l'eau, elle sort de l'eau et elle manque d'air, prioritairement, elle va respirer donc la cage d'ici. thoracique. Au niveau de la cage thoracique, okay. D'accord ? Donc là, je cherche de l'air, je respire, je ventile, etc. Par contre, dès que tu commences à baisser au niveau du ventre, d'accord, au niveau du ventre, on appelle la respiration abdominale, ventrale, tout ce que vous voulez, en dessous, en fait, du sternum, du diaphragme surtout, donc on a le sternum et en bas, on a le diaphragme. Là, en fait, on va aller jouer sur une partie du cerveau qui va justement calmer ce qui se passe au niveau de la tête et ce qui se passe au niveau du corps. Sans rentrer dans les détails, voilà la différence. Donc, tout le monde peut essayer. Il suffit de rester, on s'assoit et on fait 10 respirations par le ventre et tout de suite, on va sentir qu'il y a comme un calme qui s'opère en nous. C'est anatomique, c'est pas de la magie. Puis c'est surtout la focalisation à l'instant T de se projeter sur une seule chose, une seule partie de ton corps. Alors tu peux te focaliser, si tu veux, tu peux te focaliser sur tes poumons pendant 1 minute. Tu verras que ça va pas te calmer du tout de la même façon. Si tu fais pendant 1 minute, tu respires et tu te focalises sur tes poumons, tu n'auras pas du tout la même sensation que si tu fais la même chose, mais par contre tu fais une respiration au niveau ventral, au niveau abdominal. Au niveau anatomique, dès que tu passes le diaphragme et que tu fais une respiration en bas, en fait, tout de suite, ça calme. En fait, si tu regardes dans certaines disciplines, que ce soit les arts martiaux, que ce soit le qigong, ou que ce soit le yoga, ou etc., tu regarderas dans toutes ces disciplines, la respiration se concentre prioritairement au niveau, justement, abdominal. L'énergie, ton centre, si tu prends en Ayurveda ou autre, ton centre énergétique, il est à peu près autour du nombril. Très intéressant ça, Monsieur Rony. Alors, tu parlais tout à l'heure de frustration, de crispation et d'injonction. Justement, beaucoup de personnes associent la nutrition à la restriction, que pour se sentir bien dans son corps, il faut s'empêcher de manger ou manger les bonnes choses. Comment toi, en tant que coach ou d'accompagnant, tu aides à passer d'une logique de régime injonctionnelle à une logique de rééquilibre, plutôt, et de réappropriation de ton corps? Alors déjà, il y a un truc qui est simple. C'est que quand une personne vient me voir, déjà, je lui dis une chose très, très simple. Entre nous, donc si on est 2, du coup, entre nous 2, il va y avoir un seul interdit. Je ne veux pas entendre parler de régime. Voilà. Donc déjà, ça commence par ça. Donc, le mot est banni. Déjà, je ne veux pas entendre parler de régime. Donc la personne peut, dans son histoire, m'expliquer qu'elle a déjà fait des régimes, mais par contre, une fois qu'on démarre ensemble, je ne veux plus entendre parler de régime.
Régime égale frustration. Pourquoi ? Parce que régime, ça veut dire je m'interdis de. Donc, je vais faire un régime de sucre, je vais faire un régime de glucides, je vais faire un régime de ceci ou de cela. Ça veut dire je m'interdis de. Donc, si je m'interdis de, est-ce que mon cerveau est OK ? Est-ce que moi, je suis OK ? Ou est-ce que je m'oblige à le faire, mais il y a une petite voix en moi qui me dit... Il y a une dissonance, en fait. Il y a une petite voix en moi qui me dit « Ouais, mais tu me saoules, moi j'ai envie. » Bon. Et du coup, plus on va être dans la frustration, plus le moment où on va laisser un petit peu d'ouverture à cette frustration, plus on va partir en cacahuète. Et c'est pour ça qu'on fait le yo-yo. C'est que pendant 2 mois, on fait un régime summer body, et puis derrière... Allez, comme c'est les vacances, allez, maintenant... On se fait plaisir. On a le droit de se lâcher. Attends, c'est les vacances, j'ai le droit. Et du coup, septembre, pour passer sur la balance, le poids, il est plus haut que avant de commencer le régime. Parce qu'on a tellement frustré le corps que là, il y a un truc qu'il faut savoir au niveau psychologique. Quel que soit ce qu'on entreprend dans la vie et qu'on met notre cerveau dans une situation de changement, notre cerveau, il lui faut à peu près 6 mois pour accepter un changement, voire 1 an. Si vous connaissez la courbe du deuil, par exemple, c'est sur 12 mois. Il faut à peu près 6 mois à 1 an pour que notre cerveau il accepte de nouvelles habitudes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer et déclencher le changement avant. Mais pour que derrière, on ait vraiment dans le cerveau quelque chose qui percute, il faut à peu près 6 mois à 1 an. Alors vous imaginez, vous faites un régime de 2 mois, mon cerveau il n'a pas encore changé. Mon cerveau, il est encore formaté à l'ancien modèle. Et lui, il est là dans un petit coin, il est là en train de se dire « Attends, j'attends. » Qu'est-ce que je fais mais il est pas André, qu'est-ce que je fais ? Il sait ce qu'il fait, il attend. Il est là, attends que tu rouvres un petit peu les vannes, tu vas voir. Là, tu me frustres, attends. Et dès qu'on rouvre, il fait « Alors, attends, donne-moi ça. » Parce que là, il faut que je fasse du stock, parce que je sais pas si elle va recommencer à me frustrer, cette personne, donc je vais refaire plus de stock avant. Parce que là, c'était pas possible. Tu imites tellement bien le cerveau. C'est vrai ? Ouais. Tu dis ça parce que ça te rappelle quelque chose. Oui, ça résonne un peu. C'est pour ça. Donc, c'est pour ça que là, c'est important déjà de ne pas se dire « je vais faire un régime ». Moi, ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, pour moi, ce qui est vraiment prioritaire, c'est de leur faire comprendre il n'y a pas d'interdit, il y a juste des explications. Donc, comprendre, tu veux manger une pizza ? Ok, mange ta pizza. Mais tu dois comprendre et accepter que quand tu vas manger ta pizza, ça t'apportera plus de calories que si tu manges des œufs avec un avocat et quelques légumes. Donc après, si tu l'acceptes, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je ne veux pas t'entendre me dire « Ah oui, je ne suis pas bien dans mon corps, je suis en surpoids, et par contre, je ne veux manger que des pizzas. » Il y a un moment, il faut s'aligner avec ce qu'on a envie de faire, avec ses choix. Donc ça veut pas dire que tu ne peux pas manger des pizzas. C'est juste que maintenant, tu vas apprendre à faire des pizzas qui soient moins caloriques, mais qui soient bonnes au goût pour se faire plaisir. Quand je mange, je me fais plaisir. Donc c'est juste qu'il faut apprendre à manger différemment. Mieux, certains disent mieux, mais pour moi, il faut apprendre à manger différemment, mais toujours garder à l'idée « je me fais plaisir ». Donc déjà, si j'ai pas envie de mettre la main à la pâte, je n'ai pas envie de cuisiner, déjà, je m'enlève une possibilité de me faire plaisir. Parce que si je veux me faire plaisir, je vais me faire les repas que j'ai envie de manger. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire aujourd'hui et qui sont au niveau d'apport calorique complètement différents, au niveau d'apport des nutriments complètement différents, et pour autant on se fait plaisir. Quand vous dites à des gens, tiens, fais un gâteau sans sucre, ah ben non, mais tu peux pas manger un gâteau sans sucre. Comment ça, je peux pas manger un gâteau sans sucre ? Ah non, le gâteau, c'est du sucre. Ah d'accord. Mais les gens, ils font pas la différence entre le goût sucré et le sucre. Alors, donne-nous les alternatives. Est-ce que quand je mets une banane, il n'y a pas de sucre ? Bah si. Quand je mets une banane, il y a du sucre. Quand je mets une banane, il y a du goût sucré. Mais il y a moins de sucre que si je mets 2 pots de sucre, par exemple, si je fais un gâteau au yaourt. Donc quand je fais mon banane à bread et que je mets 3 bananes, je n'ai pas besoin de mettre de sucre. Il y a le goût sucré et il y a la quantité de sucre. Surtout si mes bananes sont bien mûres. En fait, le sucre des fruits, parce que même je pensais à la mangue, à la poire, tout ça, ça il y en a plein. Sucre. Mais c'était pour donner un exemple. Bien sûr. Il y en a plein. Oui, bien sûr. Il y en a plein. Et il faut bien faire la différence entre le besoin que j'ai de sentir du sucré
Et donc, ce besoin-là, je peux le remplacer par du sirop d'agave, par des du dattes par aussi. du miel, par des dattes, mais même aussi par de la stevia. Hein, pour tout ça, pour avoir ce goût sucré. Et il y a le besoin de manger du sucre. Et les gens ne font plus la différence. Et ils pensent qu'on ne peut pas remplacer ça. Et quand vous leur faites goûter quelque chose en disant « Tu sais que j'ai pas mis de sucre en poudre ». Ah bon, c'est bizarre, parce qu'on aurait dit. Et que si vous regardez, là, aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, je peux dire peut-être, je peux dire la date qu'on est. Mais bien sûr. Donc, on est un vendredi. Et pour ceux qui regardent un peu la télé, le jeudi soir, sur une certaine chaîne, il y a Le Meilleur Pâtissier. Et donc moi dans ma jeunesse, je voulais être chef pâtissier. Je ne savais pas non plus ça. Ben voilà, tu l'apprends. C'est moi qui faisais les gâteaux quand j'étais ado à la maison pour les anniversaires. Et ce qui est marrant, c'est que quand vous regardez les grands chefs pâtissiers aujourd'hui, d'une manière unanime, ils vont vous dire, aujourd'hui, un de nos défis, c'est de faire des pâtisseries avec moins de sucre. Et ils sont les premiers à dire, quand ils goûtent, qu'il y a trop de sucre. Donc on montre bien qu'on... Et pour autant, quand vous allez goûter ce qu'ils font, à un moment, vous allez dire « Ah non, ça manque de sucre. Hein. » Mais c'est parce qu'il faut qu'on commence à habituer aussi notre bouche, nos papilles, etc., à goûter différemment. Comme moi, je reprends mon père, par exemple, c'est à peine s'il goûte un repas qu'il va mettre du sel. Bah, voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que le sucre et le sel, qui sont un peu les ennemis, on essaye de déconstruire les préjugés, déconstruire tout ce qui est les pensées, et de se dire il faut essayer de le remplacer. Donc comment remplacer le sucre ? Tu nous as donné des idées. Comment remplacer le sel ? Les épices. Moi, je cuisine sans sel. Mais par contre, dès que mon père il vient manger à la maison, il a à peine goûté qu'il met plein de sel. Comment s'appelle papa ? JC, Jean-Claude. Jean-Claude. Big up Jean-Claude. Et pourtant, je peux vous dire que moi, j'ai vécu 25 ans en Bretagne, donc beurre salé. Mais pour autant, quand je mange, moi, j'ai besoin de sentir les aliments. Et à partir du moment où je dois mettre du sel, c'est que je ne sens pas les aliments. C'est que l'aliment, à la base, il est fade. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que... Oui, parce que c'est vrai que si le produit brut, il est bon, il se suffit à lui-même. Mais après, on peut le sublimer. Mais je trouve que travailler avec les épices et les herbes... Les herbes fraîches, les herbes aromatiques. Je trouve ça plus intéressant que travailler avec le sel. Après, je peux comprendre quand on goûte certains aliments qu'on ait besoin de mettre un peu de sel. Mais quand je vois d'où je viens par rapport au sel et par rapport à ce que je suis aujourd'hui, moi, je suis content quand je vois, par exemple, mon fils qui va goûter quelque chose et qui va dire que c'est trop salé parce que je l'ai habitué à manger sans sel. Et donc, du coup, il ne demande jamais de sel. C'est bien dans ce sens-là, ouais. Voilà, parce que... mais ça ne veut pas dire... Attention, quand tu as dit ce sont des ennemis... Encore une fois, je ne parle pas d'interdit, je ne dis pas... Non, mais en surexagération, tu vois, en surdose. Mais c'est surtout qu'il faut faire un constat au niveau de la santé. Aujourd'hui, si on fait un constat au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'obésité, que ce soit les maladies cardiovasculaires, etc., certaines causes sont... Pour ça, je reviens sur la notion d'holistique et des causes. Dans certaines causes, on a le sucre raffiné et on a le sel. Donc l'idée est de se dire, maintenant que je le sais, qu'est-ce que j'en fais ? Encore une fois, c'est à moi de choisir. Si maintenant j'accepte ça et que je me dis « Ok, j'ai envie de faire différemment et de prendre plus soin de ma santé », dans ces cas-là, je vois comment je peux diminuer ça. Mais je ne peux pas, d'un côté, dire « Je ne suis pas content de ce qui se passe au niveau de ma santé » et ne pas agir sur les causes. Par exemple, quand je vais manger trop de sucre raffiné, ça impacte mon système immunitaire. Pourquoi ça impacte mon système immunitaire ? Parce que ça va impacter mon microbiote. Ça va développer au niveau de mon intestin des mauvaises bactéries. Et il ne faut pas oublier que mon système immunitaire, à 70%, il est dans mon intestin. Donc, derrière, je ne comprends pas, je me sens moins résistant, je me sens plus fatigué, je me sens plus ceci, cela. Eh bien oui, mais tout est lié. Encore une fois, on revient sur les causes, tout est lié. Si je fais un peu plus attention à mon intestin, que je fais un peu plus attention à la façon dont je dors, que je consomme un peu plus d'eau, j'ai mes 3 basiques. Et là, petit à petit, je commence à avancer sur mon bien-être. La machine, elle se lance. Par exemple, puisque tu es là. Oui, bonjour, Ronnie. Bonjour, comment vas-tu ? Si on prend il y a quelques mois encore en arrière, qu'est-ce que tu prenais à ton petit déjeuner ? Je prenais du pain de mie pas bon, des confitures trop sucrées. Je prenais du sucré. Et particulièrement du sucre rapide. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu prends aujourd'hui dans ton petit déjeuner ? Je prends, ce que j'adore, je prends effectivement du fromage, du blanc de dinde, du blanc de poulet et du pain complet. D'accord. Et je prends du yaourt, du fromage blanc et des céréales, du muesli. D'accord. Et aujourd'hui, quand tu prends ton petit déjeuner, est-ce que tu prends du plaisir à prendre ton petit déjeuner Bien ou tu as l'impression qu'on t'a forcé ? J'adore. Et dans la matinée, tu as des sensations de faim ? Moins. Moins qu'avant, tiens, c'est bizarre.
C'est bizarre. Non, mais en fait, c'est ce que tu expliquais, mais c'est clairement une gymnastique cérébrale. C'est-à-dire de t'approprier, de t'apprivoiser aussi un changement d'alimentation dont tu as compris qu'il allait te faire du bien. Tu vois, c'est ce que tu disais, je l'ai noté. Il n'y a pas d'interdit, il y a une explication et c'est effectivement comprendre, d'apprendre et reprendre le cours aussi de ta vie. Et je pense que c'est ton rôle aussi en tant que coach. Enfin, coach, ça te va, le mot coach ? Oui. Bah oui. Et du coup, quelle est la différence entre un coach et un nutritionniste ? Tu te revendiques nutritionniste ? Quelle est la différence ? Je ne me revendique pas du tout nutritionniste, surtout que les nutritionnistes ne veulent pas que je me revendique nutritionniste, donc je vais surtout Donc le on les faire. salue. Voilà. En fait, moi, l'approche au niveau du coaching, c'est déjà d'essayer de faire en sorte que les solutions, ce ne soit pas moi qui les amène, mais que j'arrive à aider le client pour qu'on puisse les trouver ensemble. D'accord ? Donc, par exemple, moi, je ne vais pas te dire ce que tu dois manger au petit déjeuner. Moi, je vais te dire, au niveau du petit déjeuner, voilà ce qui existe, voilà ce qui fait plus de bien au niveau du corps. Par exemple, je vais te dire, idéalement, dans ton petit déjeuner, ce serait bien qu'il y ait plus de salé et qu'il y ait plus de protéines. Maintenant, on va voir ensemble quelles sont les protéines que tu aimes. On va voir si toi, tu préfères le salé ou le sucré. Et si tu préfères le sucré, on va voir qu'est-ce qui peut être un peu moins sucré, un peu plus salé, que tu vas quand même aimer. Je prends un exemple, on prend des pancakes. On peut faire des pancakes, entre guillemets, neutres, sans sucre, sans qu'il ne soit pas non plus un goût salé. Donc, ceux qui aiment le salé, sur leur pancake, ils vont plutôt mettre un œuf, une tranche de jambon ou autre. Ceux qui préfèrent un peu plus le sucré, ils vont mettre par exemple du beurre de cacahuète ou autre. Mais en fait, de trouver, par rapport à tes préférences alimentaires et tes sensations de goût, sur quoi on peut plus t'orienter. T'aimes bien le sucré ? Ok, tiens, on va prendre du skyr avec des fruits et on va prendre quelques oléagineux comme des noix, des amandes, etc. Pas de souci. Oui, donc en fait, c'est ça qui est important, c'est que de faire comprendre à l'individu qu'il doit utiliser ses propres préférences pour pouvoir déboucher sur quelque chose qui va lui faire du bien et non pas prendre les injonctions de la personne en face qui va lui dire il faut. C'est ça qui est important. Alors, comme tu le sais, depuis que je suis à tes côtés pas loin, tu vois, il y a un petit mot que tu as dit sur la personne, tu as dit la personne doit. Si la personne doit, tu vois, ça veut dire qu'elle se donne une injonction. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que la personne veut. Déjà, c'est qu'est-ce que tu veux ? Tu as envie de quoi ? Et à partir de ça, est-ce que tu t'en donnes les moyens ? Et la notion du coaching aussi, c'est de se dire, au-delà de l'accompagnement, quelle que soit la durée de l'accompagnement, qu'est-ce que tu vas mettre en place qui va continuer quand je ne serai plus à tes côtés ? Ah non, mais jamais tu pars. Jamais. Ça, on va en reparler. Hein. À un moment, il faut que tu arrives à marcher. Que je lâche ta main ? Voilà, tu arrives à marcher toute seule. Hein, mais en tout cas, c'est important aussi c'est pour ça que la notion des routines, elle est importante. Bien sûr. Je vais te prendre un exemple, l'exemple de Christian. Christian, j'ai commencé avec lui en février, je crois, de cette année. Donc, c'était pour un accompagnement au début pour 8 mois. Et donc, c'était un accompagnement santé holistique, parce qu'il était déjà branché santé holistique. Et donc, lui, ce qu'il avait envie, c'était qu'il avait des difficultés plutôt à prendre du poids, parce qu'il a un métabolisme qui brûle beaucoup. Il avait du mal, au niveau repas, à allier plaisir et de structurer dans sa journée les repas. C'est-à-dire que lui, il était capable de, tiens, il est 18h, je n'ai pas encore mangé de la journée. Parce que voilà, il ne s'est pas formaté dans la tête, il faut un petit déjeuner, il faut un déjeuner, etc. Et au niveau physique, il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Par contre, ce qu'il ne m'avait pas dit quand on a commencé, c'est qu'au niveau de sa tête aussi, ça n'allait pas. Et donc, après les 8 mois, il n'avait toujours pas pris de poids, parce qu'il y a certaines difficultés, toujours pareil, dans la structuration au niveau des repas. Par contre, il m'a révélé qu'il y avait un point qui allait beaucoup mieux par rapport à quand on a commencé. Il m'a dit, Ronnie, je t'ai pas dit, mais quand on a commencé, j'étais en état de dépression. J'étais en état dépressif. Et aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, au niveau de mon corps, par rapport à ce qu'on a mis en place, j'avais les épaules complètement déséquilibrées de traviole. Mes épaules se sont rééquilibrées. Et aujourd'hui, donc du coup, je lui ai dit, aujourd'hui, tu vois, maintenant, tu es prêt pour la prise de poids.
quand on a commencé, t'arrêtais pas de me parler de ça, mais en fait, le reste n'était pas prêt. C'est pour ça, quand on parle de global, de santé globale, c'est pas on attaque sur un sujet si les fondations ne sont pas encore prêtes. Mentalement, il n'était pas prêt, donc on passe pas à l'alimentation. Là, mentalement, maintenant, il est prêt, et aujourd'hui, il fait 68. Parce que... Bravo, Christian. Voilà, en 2 mois, il a pris 5 kilos, parce que le mental était prêt. Et donc là, du coup, il était structuré pour se dire, maintenant, je peux mettre en place ce que j'ai envie au niveau des repas, parce que là, je suis prêt mentalement. Intéressant. Alors, j'ai une vraie question, parce que moi qui évolue dans le milieu de la gastronomie, on a parlé plusieurs fois. À ton avis, les grands chefs nous régalent. Mais est-ce qu'ils nous nourrissent vraiment bien ? Alors, j'ai une petite question. C'est quoi un grand chef ? Alors, un chef, c'est-à-dire un chef cuisinier. En fait, ma question, c'est comment tu relis effectivement la rigueur sur le plan alimentaire, donc selon tes codes de coach, et la créativité, la liberté gustative. Comment on fait pour concilier les deux ? Alors, moi, j'ai pas tant de rigueur que ça au niveau alimentaire. Je pense que ce qui sera plus approprié, c'est la notion de connaître et comprendre ce qu'on mange. Après, quand on va parler de plaisir. Si tu commences à être rigoureux dans le plaisir, tu risques de te péter les neurones. Donc, je ne vais pas commencer à me dire, tiens, est-ce qu'il faut que je mange une noix de plus, une amande de plus ou une amande de moins ? Si tu parles des grands chefs, donc par exemple les chefs dans les étoilés, les restaurants étoilés. Voilà, quelle est leur méthode quelle est leur réflexion par rapport à tout ça ? Je ne suis pas sûr, parce que si je prends 10 chefs étoilés et que je leur demande, donc s'ils amènent des plats, et quand ils emmènent des plats, et que je leur demande tout de suite, pas sans réflexion, sans analyse, dis-moi en face de moi, là, il y a combien de grammes de protéines, il y a combien de grammes de glucides, combien de grammes de lipides, je ne pense pas qu'ils pourront me répondre. Par contre, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas me répondre que ce qu'ils amènent est mauvais. Si tu prends les grands chefs, la majorité des grands chefs travaillent avec de très bons produits, font un équilibre dans l'assiette. On n'est pas sur des assiettes d'un restaurant routier, même si je n'ai rien contre les restaurants routiers. La sauce du gras, oui, bien sûr. Mais là, on n'est pas sur la même approche. On n'est pas sur de l'approche quantitative, on est sur de l'approche qualitative. Donc, à partir de là, si tous les midis, tu manges dans un restaurant 2 étoiles avec entrée, plat, dessert, je ne pense pas que tu vas être en surpoids au bout d'un mois. Surtout, ce sera plutôt, tu serais très allégé au niveau de ton porte-monnaie, mais pas forcément en surpoids au niveau, comment dire, on va dire calorique. Non, la remarque au niveau des chefs, c'est plutôt en fonction des plats qu'ils vont faire, est-ce qu'ils ont une idée de l'équilibre qu'il y a dans l'assiette. Exemple qu'une question que je t'avais déjà posée, tu dis faire une assiette végétarienne. Peux-tu me dire dans ton assiette quelle quantité de protéines tu apportes dans ton assiette végétarienne ? Et si dans ton assiette végétarienne, je vois que des légumes, là, tu risques de me faire une assiette avec beaucoup de carences. Et donc, si tu as cette envie de connaître justement ces choses-là, tu peux faire tout aussi qualitatif dans ton approche, sauf que tu vas avoir une recherche qui sera plus approfondie. Et donc, tu vas faire des associations, par exemple, de protéines végétales pour avoir quelque chose de plus complet et qui sera tout aussi goûtu, mais tu verras que du coup, tu seras beaucoup plus équilibré au niveau de l'approche nutritive. Est-ce que tu peux me donner un exemple, justement, d'apport de protéines végétales qui complète une assiette de légumes et qui fait que, du coup, il n'y aura pas de carence ? Il y aura moins. Moins de carence. Moins ou, par exemple, c'est pas parce qu'on dit qu'on va on enlève la viande qu'il n'y a rien en face en matière de protéines. Donc ça veut dire que déjà, je me pose la question, c'est quoi les protéines végétales ? Donc quand on va parler, par exemple, dans certains riz, qui a plus de protéines que dans d'autres, dans les pistaches, il va y avoir des protéines, dans les pois chiches, il va y avoir des protéines, dans les légumineuses, on va avoir des protéines, donc pois chiches, haricots rouges, etc. Et donc c'est comment je fais certaines associations au niveau du goût, au niveau des couleurs aussi, parce que les couleurs, c'est important au niveau du mental pour que mon assiette soit plus équilibrée. Mais si je mets que de la salade verte, des tomates, des concombres et 2 morceaux de feta, oui, c'est sympa en entrée. On va peut-être faire nos 5 fruits et légumes, mais par contre, en matière d'équilibre, je pense que je serai un peu déstructuré. Merci. Alors, avant de terminer, on est là normalement, donc
On va sortir l'épisode avant les fêtes, mi-décembre normalement. Pour les fêtes, Monsieur Rony Gersier. Oui. Quelles recommandations ? Oula, déjà j'en ai une qui va passer. Faites-vous plaisir. C'est ça. Ça va passer avant tout le reste. C'est déjà faites-vous plaisir d'un point de vue gustatif et faites-vous plaisir d'un point de vue relationnel et social. Donc déjà, ça c'est important. Après, on n'est pas obligé d'aller dans les excès. On peut se dire, tiens, se faire plaisir, c'est goûter plein de choses, c'est goûter de nouvelles choses. C'est pas de rester toujours dans des routines et se dire, tiens, si on essayait autre chose. De se dire, bah tiens, cette année, pour ceux par exemple qui ont des enfants, tiens, au lieu d'acheter le dessert, on va le faire. Donc déjà, et tiens, qu'est-ce qu'on aime bien comme goût et tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. Ou tiens, regardez les livres de Virginie et tiens, tester des desserts. De tester autre chose et de se rendre compte qu'en testant autre chose, on peut se faire plaisir. Mais là, on maîtrise un peu plus qu'est-ce qu'on va apporter en matière de calories. Ce sont des fêtes particulières. Ce sont des fêtes où on fait plus de gros repas. C'est des fêtes où, comme on est un peu en hiver, on accentue un peu plus sur le gras. Il y a beaucoup de chocolat, beaucoup de sucre. Mais l'idée, c'est pas de se dire, je vais me priver. Je me fais plaisir, mais est-ce que je peux essayer de me faire plaisir différemment ? Manger une dinde, c'est pas un problème de manger une dinde avec une farce. Entière pour une personne ? Non. Oui, moi, ça m'arrive. Manger une dinde, c'est pas un problème. Manger un chapon, c'est pas un problème. Manger, voilà, toutes ces viandes, Après, c'est pas un problème. ça dépend de la sauce. Si on a une sauce au foie gras. C'est pas grave. On va pas manger ça tous les soirs. Mais si à côté de ma dinde, je n'ai que des pommes de terre, des pommes machin, là, il y a 36 000 champs de pommes de terre pommes dauphines en chambre, en machin truc, etc. Et que je mange que ça. Peut-être que cette année, je peux me dire, tiens, ok, on va garder encore un peu de pommes de terre, mais je peux peut-être essayer de fabriquer une petite poêlée de légumes ou avec des champignons. Bien sûr. Voilà. Des petites courges. Il y a plein de choses qui peuvent être sympas. C'est pas manger que ça. Au niveau du dessert, de se dire, peut-être que je vais mettre un peu moins de chocolat au lait, je peux mettre un peu plus de chocolat noir. Évidemment, après, il faut habituer les enfants, mais si je mets du chocolat noir, j'en mets peut-être un peu moins. Et puis, à côté, je peux mettre quelque chose d'autre pour pouvoir compenser au niveau du goût, d'avoir essayé de dire, tiens, c'est aussi un moment où on peut faire des recherches, tester des choses pour pouvoir se faire plaisir différemment. Bien. 2 dernières questions. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a toujours dans ton réfrigérateur ? Alors toujours, sauf quand il est vide. J'essaye. Là, c'est marrant parce que j'ai fait les courses tout à l'heure. Prioritairement, quand je vais faire les courses, quand je charge mon frigo, c'est l'endroit à protéines. Donc prioritairement, il va y avoir les protéines, genre skyr, fromage blanc, petit suisse, fromage. Donc ça, c'est déjà priorité. Et puis après, d'acheter des viandes ou autres. Donc ça. Les laits aussi, tu varies les laits ? Alors moi, ça fait un moment que j'ai arrêté le lait de vache, donc moi je suis plutôt au niveau des laits végétaux. Donc du coup, j'achète les laits que j'achète le plus souvent, c'est lait de soja, lait de soja. Lait d'avoine. On va dire boisson de soja, boisson de riz, boisson d'avoine. C'est ce que j'achète en priorité pour faire mes shakers, par exemple le matin ou que je fais mes shakers l'après-midi. Donc ça, c'est ma priorité. Et puis après, il y a tous les légumes que je vais mettre au frigo. Ça sera ma deuxième priorité au niveau de mon frigo. Donc, on voit tout de suite que mon frigo est vide quand il n'y a plus l'aspect protéines et légumes ou quand il faut qu'il y en a un des deux qui est en perdition. Dernière question. Quelle est ta Madeleine de Proust, Rony ? Cet aliment ou cette recette qui t'emmène loin dans ton enfance ? Alors, mon enfance. Si on parle de mon enfance, comme je te parlais tout à l'heure de chef pâtissier, il y a un truc où je suis sûr de me faire plaisir. Parce que, bon, moi... je préfère le sucré. Quand je vais, par exemple, quand je suis invité à manger dans un restaurant et que je regarde une carte, la première chose que je regarde dans la carte, c'est le dessert. Ah ouais. Pour ça que, par rapport aux gens qui peuvent nous écouter, il faut bien comprendre que quand on s'interdit, ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'être gourmand. Moi, je suis un très gros gourmand. Donc, la gourmandise, c'est pas de dire on se met un frein sur la gourmandise, c'est comment je peux répondre à cette envie de gourmandise différemment. Donc, moi, perso, je regarde toujours les desserts en premier. Donc j'adore les desserts, j'adore faire les desserts. Là, par exemple, on va être en période de Noël. À Noël, c'est moi qui fais les desserts. Donc, ce que je fais depuis que je suis ado, que j'ai toujours fait jusqu'à aujourd'hui, c'est gâteau yaourt. Donc ça, c'est mon truc, c'est gâteau yaourt. En 5 minutes, un gâteau yaourt, c'est fait. Donc au lieu d'acheter 36 000 gâteaux à la con, vous faites un gâteau yaourt, ça dure 5 minutes. Mais par contre,
Le gâteau yaourt, au lieu de mettre 2 pots de yaourt dessus, que moi j'en mets qu'un. Hein. Et derrière, ça vous fait une base pour faire ce que vous voulez. Donc je rajoute de la poudre d'amande, je rajoute de la noix de coco, je rajoute de la cannelle. Donc par exemple, j'ai appris à mon fils à faire du gâteau yaourt, il en a fait un hier, et il a mis de la cannelle. Voilà. Et donc du coup, le gâteau, il est dévoré très rapidement, mais moi je préfère qu'il me dévore un gâteau au yaourt maison plutôt que me dévorer des paquets de gâteaux industriels. Voilà. Merci, je vais conclure. Je t'en prie. Mais oui, à un moment, il faut qu'on se sépare. Alors, avec Ronnie, on a exploré les liens entre bien manger, vitalité, santé mentale et énergie. Son approche est basée sur 3 piliers, l'équilibre physique, l'alimentation consciente et la gestion du mental. Son ambition, transmettre des outils simples, concrets et efficaces pour que chacun devienne acteur de son bien-être au quotidien. Il nous a rappelé que de petits ajustements réguliers peuvent transformer durablement notre qualité de vie et en intégrant tous ces principes, chacun peut avancer vers une version plus alignée, sereine et épanouie de soi-même. Merci beaucoup Ronnie pour ton énergie professionnelle. Merci pour cette conversation éclairante. Merci d'être venu. Merci de me soutenir aussi parce que tu m'accompagnes. Mais avec plaisir. N'oublie pas que mardi prochain, tu vas souffrir. Je le sais. Et surtout, et j'adore ça en fait, je pense. Hein, j'ai beaucoup de courbatures. Ne dis pas trop fort quand même, ne dis pas ce qu'on pourrait l'interpréter. Et surtout, chers auditeurs, n'oubliez pas, prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Et mine de rien, vive la gourmandise du coup. Tout à fait. Merci beaucoup Ronnie et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.